Il est 10h passées de 4 minutes sur les antennes de Presse Afrique TV. Mesdames et messieurs, bonjour et c'est parti pour le journal DJT que nous ouvrons avec la présidentielle du février 2024. Le parrainage pour l'élection a révélé des surprises, notamment la participation des femmes. Des politiciennes expérimentées n'ont pas pu valider leur parrainage. Cependant, des novices ont franchi le cap sur 6 femmes ayant déposé leur candidature. Seuls 2 ont franchi le cap. Il s'agit d'Anta Babacar Ngom et de Rose Wardini. On en parle dans ce journal DJT avec Abdoulaye Mal. Sur les 93 dossiers de candidature déposés au Conseil constitutionnel, 6 femmes avaient déposé leur candidature. Anta Babacar Ngom, Aminata Touré, Aïda Mbodj, Rose Wardini, Amsatou Sow Sidibé et Assom Aminata Diatta. Parmi ces candidates, seuls Anta Babacar Ngom et Rose Wardini ont pu valider leur parrainage. L'ancienne Premier ministre Aminata Touré n'a pas pu franchir l'étape. Parce que nous, ce qu'on combat, c'est la discrimination. On ne demande pas de faveur. On demande à être traité comme tout le monde. C'est ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. Mais si on est traité comme tout le monde et que maintenant peut-être qu'il y a certaines insuffisances, comme des hommes ont été éliminés. N'oublie pas qu'il y avait 300 candidats presque. Il y a 90 ou 91 qui ont déposé. Mais c'est la plupart des hommes qui ont été éliminés. Il y a les aléas du tirage au sort qui fait que donc elles se sont retrouvées dans une position quand même assez lointaine. Et lorsque vous êtes dans ce genre de position, à partir de la 60e ou 93e place pour Aïda Mbodj, les probabilités de doublon sont très énormes. Je crois qu'il y a eu ça, mais il y a eu quand même d'autres problèmes qu'on peut imputer aujourd'hui, disons, à toute cette nébuleuse qui entoure le fichier électoral. La Lionne du Baol, Aïda Mbodj, Amsatou Sow Sidibé et Assom Diatta, leur dossier de parrainage a été recalé dès le premier tour par la commission de contrôle du parrainage. Nous ne pouvons que regretter qu'il n'y ait pas plus que 2 femmes. Mais les raisons, malheureusement, scientifiquement parlant, je n'ai pas les outils d'appréciation pour parler de discrimination. Mais nous regrettons que toutes nos sœurs qui se sont prononcées et qui ont travaillé sur le terrain, beaucoup à prélever, à mobiliser des parrainages, n'aient pas été tous retenus, que ce soit pour mon ami Mimi Touré, que ce soit pour les autres qui ont été Amsatou Sow, c'est toutes mes amies. Qu'est-ce qui s'est passé? Mimi quand même elle n'est pas une novice en politique, elle connaît le terrain, elle a eu à l'élection présidentielle de 2019, aux élections législatives, a même dirigé le pôle parrainage. Elle sait comment les choses se passent. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'elle ne puisse pas atteindre vraiment le minimum demandé? C'est là où se trouve aujourd'hui donc la question. J'ai dit il faut peut-être pour moi incriminer sa position, mais également pour moi les bizarreries que j'évoquais tout à l'heure par rapport au fichier. Bon. Cette sous-représentation de la gente féminine alimente déjà les débats, même si aucune femme n'a pu participer lors de la dernière présidentielle. 21 candidats ont réussi à franchir l'étape du parrainage pour l'élection de 2024. La liste définitive des candidats retenus sera publiée le 20 janvier prochain. Et nous restons toujours dans l'actualité politique. Mary Teuw Niane, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, éliminé en l'étape du contrôle des parrainages, a listé des anomalies dans le fichier électoral. Selon le professeur, le conseiller constitutionnel n'a pas respecté les règles du jeu et pire, il accuse le conseiller constitutionnel d'avoir modifié les données déposées. Le professeur Mary Teuw Niane, que je vous propose d'écouter. Le premier, c'est le procès-verbal de dépôt des dossiers de candidature. Le deuxième, c'est le procès-verbal de contrôle des parrainages. Dans le procès-verbal de dépôt de candidature, il est indiqué que nous avons 51 267 parrains. Dans le procès-verbal de contrôle des candidatures, des parrainages, il est indiqué que nous avons 51 254 parrains, soit une différence de 13 parrains. Ceci s'est fait avec 5 jours de différence.
vous le savez, c'est de l'électronique, c'est du numérique. On ne peut pas dire aujourd'hui vous avez tant de parrains et que quelques jours après, je dirais même quelques années après, vous dire que vous avez tant d'autres parrains avec le même fichier. Nous avons aussi constaté toujours entre les deux documents une différence au niveau des décomptes par région. Nous avons noté 7 régions dans lesquelles le nombre donné lors du dépôt du fichier est différent du nombre donné lors de l'examen, lors du contrôle des parrainages. Ceci nous a amené à la conclusion suivante, qui est que notre clé a été modifiée ou on nous a mis une autre clé au moment de l'examen des parrainages. Et nous parlons à présent de l'affaire de l'enfant retrouvé mort lundi à Keur Mbaye Fall. L'autopsie a conclu à une mort naturelle. Comme vous le savez déjà, l'enfant a été retrouvé mort dans une voiture abandonnée. Ainsi, la famille réclame justice. Nous voyons tout cela avec Habib Faye de la télévision Futurs Médias. Ibra Fall repose désormais dans ce cimetière de Diamaguène. À 5 ans, il a été retrouvé mort dans ce véhicule au quartier Alliance de Keur Mbaye Fall. Une mort naturelle selon les informations du certificat de genre de mort, ce que la famille balaie d'un revers de main. Elle compte alors rester en justice. Ce drame installe une inquiétude chez la population. En plus, il y a beaucoup de cas de disparition d'enfants dans ce secteur. Même les personnes âgées ne sont plus en sécurité dans cette zone. C'est vraiment grave. Il n'y a pas de sécurité à Keur Mbaye Fall. C'est ce qui est d'ailleurs à l'origine de ce drame. Nous avons vraiment peur. Nous ne voulons même plus que nos enfants partent à l'école. Ils ne peuvent même plus se rendre tout seuls à la boutique. La peur est palpable dans cette zone. Ça fait plusieurs années que nous habitons ici. La vérité, c'est qu'il n'y a jamais eu de sécurité. Nous logeons à côté de plusieurs bâtiments inachevés. Ce n'est pas du tout une zone de confort. Le réveil est aujourd'hui douloureux chez les habitants de ce quartier de la banlieue. Ici, l'insécurité dicte sa loi. Nous sommes venus apporter notre soutien à la famille du défunt, mais vous voyez, nous ne pouvons même pas rester longtemps dehors parce que nous avons laissé chez nous de jeunes enfants. Nous devons les surveiller en permanence, même s'ils doivent aller à l'école. Keur Mbaye Fall et Diamaguène sont des zones dangereuses pour les populations qui y vivent. Nous demandons aux autorités de nous protéger contre toute personne de mauvaise foi. Les populations lancent un cri de cœur suite aux agressions notées à Keur Mbaye Fall et environ. Ce quartier regorge de bâtiments inachevés. Comment on peut être en sécurité avec tant de maisons abandonnées? Nous demandons de l'aide. Cette zone n'est plus sûre pour nous. En plus, il y a beaucoup de moustiques, sans oublier ce bassin et les bâtiments inhabités. Nous n'avons même pas de lampadaire. Nous n'avons rien. La justice doit faire son travail. On doit raser les bâtiments abandonnés et éliminer le bassin. Je pense qu'il n'y a que comme ça que nous pourrons lutter contre l'insécurité. A rappeler qu'Ibra Fall était avec son ami Ibrahima Dia. Ce dernier a été sauvé par les habitants et se retrouve à l'hôpital. Cette partie de la banlieue reste, selon eux, une zone de turbulence. Toutefois, une enquête est ouverte pour éclairer. Dans l'actualité sportive, comme vous le savez bien, les Lions sont arrivés en terre ivoirienne mardi soir. Cependant, ils ont effectué hier leur premier galop d'entraînement à l'absence de Fodibalo Touré. Toutefois, Baba Dieng a rejoint la tanière. Les détails, c'est avec Ibrahim Mbou. Les Lions sont arrivés à l'annexe du stade Charles Konabani à 16h56 sous bonne escorte de la BAC, la brigade anti-criminalité. La quinzaine d'envois spéciaux sénégalais, journalistes et techniciens déjà présents à Yamoussoukro peuvent maintenant accéder au lieu. Bamba Dieng et Alfred Gomis ont participé à la séance d'entraînement.
Ils ont rejoint le groupe hier soir. Les champions d'Afrique préparent maintenant la défense du titre. Non, ce n'est pas une charge d'être attendu. Je crois que c'est une bonne pression. On a la meilleure équipe. On a les stars du moment. Et les joueurs qui prennent du plaisir sur un terrain de football et qui vont donner beaucoup de plaisir. Et je crois qu'on est là pour ça. On sait qu'on est l'équipe à battre, mais avant de nous passer dessus, il faut se réveiller très tôt. 26 joueurs ont participé à l'entraînement. Seul Fodé Ballo-Touré était absent. Au menu, un peu de footing et des exercices avec le ballon. Contrôle, passe, appui, remise. Les Lions sont apparus très sereins. Le titre de champion d'Afrique peut être très pesant, mais la pression est à gérer. Comment on écrit l'Algérie, comment on écrit la Côte d'Ivoire, comment on écrit le Cameroun, c'est pas comme ça qu'on va écrire le Sénégal. Le Sénégal commence avec un grand S et un grand lion. Donc je crois qu'avec tout ça, on a beaucoup appris de toutes ces erreurs-là pour essayer de garder notre titre. Et je crois que c'est pas une pression, c'est une très bonne pression. Il y a pas mal de cela, ils l'ont pris avec une grosse pression, mais je crois que nous, c'est une très bonne pression positive qu'on va transférer à ces joueurs-là, qui vont transférer ça à nos supporters. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tout pour faire ce que les Anglais appellent back-to-back. Les journalistes ont assisté à la séance seulement pour 15 minutes. Les coéquipiers de Sadio Mané ont poursuivi le travail. Et nous terminons ce journal DJT par l'actualité sous-régionale. Alors Malé, bonjour. Oui, bonjour Amina. Ça va? Ça va bien, merci. Alors, nous allons démarrer l'actualité sous-régionale au Mali, où des cadres de la compagnie d'énergie du Mali sont devant la justice. Amina, des délestages sont fréquents dans la capitale malienne et dans des localités de l'intérieur du pays. La mauvaise gestion et des détournements de fonds à l'intérieur de la compagnie d'énergie du Mali EDM, société d'État, explique en partie pourquoi elle ne peut pas faire face à la demande. Une dizaine d'anciens cadres et d'autres en fonction sont notamment accusés de faux et usage de faux. C'est le pôle national économique et financier de Bamako qui instruit le dossier par la dizaine de cadres et d'anciens fonctionnaires interpellés. Le directeur général sortant de la société d'énergie du Mali EDM, les auditions se poursuivent ce jeudi. La justice qualifie des faits de faux et usage de faux et atteinte aux biens publics. Le Maroc va présider le prochain conseil des droits de l'homme de l'ONU. Oui, Amina, le Maroc a remporté les votes hier mercredi pour diriger le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à l'issue d'une épreuve de force avec l'Afrique du Sud. L'ambassadeur Omar Génibert est désormais président du Conseil des droits de l'homme chargé de renforcer la promotion et la protection de ces droits dans le monde. Au terme d'une rare scrutin au bulletin secret, Génibert a obtenu 30 votes des 47 membres du Conseil contre 17 pour l'autre prétendant de ce poste. L'ambassadeur sud-africain Génocide Nkosi, le Maroc a dénoncé des tentatives de l'Afrique du Sud et de quelques autres États d'Afrique de saper des efforts pour occuper ce poste prestigieux, même s'il est essentiel symbolique. Direction Somalie, où un hélicoptère de l'ONU a été saisi par le groupe Al-Shabaab. Oui, Amina, le groupe Al-Shabaab a saisi hier mercredi un hélicoptère de l'ONU en Somalie après un atterrissage accidentel dans une zone contrôlée par ce dernier. Selon un responsable de la mission de l'ONU, l'incident a eu lieu lors du vol de la ville-centre de Beledweyne à la ville récente libérée de Wizil, située dans l'état somalien à Galmudug. L'hélicoptère transportait 9 passagers, parmi lesquels les travailleurs humanitaires, du personnel militaire, des contractants tierces et des étrangers. Et enfin, nous terminons au Soudan, où l'action de l'OMS entravée par l'insécurité et les pillages. Yamina, le conflit entre les généraux Al-Bourhan et Dolgo, qui dure depuis maintenant 9 mois au Soudan, favorise la propagation de maladies dans le
dont le choléra. Selon le tableau peint par l'Organisation mondiale de la santé, des milliers d'enfants souffrent de malnutrition et des violences sexuelles augmentent alors que la situation ne cesse de se dégrader. L'insécurité et les pillages entravent le travail de l'OMS et ses partenaires. Alors, Moulay, merci à vous. Oui, merci beaucoup, Amina, et merci beaucoup aussi aux amis téléspectateurs de Presse Afrique TV HD. Et c'est ce qui met fin à ce journal DJT. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Continuez à regarder nos programmes sur Presse Afrique TV HD et surtout à nous lire sur presseafrique.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 12h dans votre bloc d'information animé par Guéda Dougué sur Presse Afrique TV HD.